Les défis auxquels les administrateurs de régimes publics de soins de santé sont confrontés sont nombreux. Vieillissement de la population, explosion des coûts, engorgement dans les urgences, etc. Certains prétendent que c'est la gestion qui pose problème. D'autres avancent le contraire, que c'est plutôt le financement qui est insuffisant et qu'on manque de ressources matérielles ou de main-d'œuvre. Pour approfondir le sujet, nous avons la chance d'accueillir Marie-Claude Prémont, professeure à l'École nationale d'administration publique et spécialiste notamment des questions en santé publique. Alors, les régimes publics de soins de santé, une utopie? J'en discute avec elle. Marie-Claude Prémont, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir, M. Choquette. Madame Prémont, plusieurs s'inquiètent, ou du moins sont préoccupés par la question de la place du privé en santé. Et on entend beaucoup de personnes se questionner sur l'espace, particulièrement au Québec, bien sûr, que le privé occupe. Certains prétendent que le système est déjà, le système universel, soins de santé, public, etc., est déjà dans les faits un système à deux vitesses, que le privé est déjà bien en selle, etc. Est-ce que c'est le cas? Quel est l'état de la situation de cette espèce de place du privé versus le public en santé, au Québec tout particulièrement? Écoutez, la question est très importante et pas facile à comprendre parce que, dans le fond, la portion privée à l'intérieur du système public a toujours été présente. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle le compromis de Saskatoon en 1962. D'accord. Au moment où la Saskatchewan était pionnière au Canada, il instaurait un régime universel après avoir procédé dans un premier temps à l'établissement d'un régime universel pour les soins hospitaliers qui ne comprenaient pas les médecins, c'est-à-dire que pendant les premiers 10 ans, on n'avait pas à payer les services d'hôtellerie de l'hôpital, mais le médecin, on devait encore le payer. Voilà. Et ce compromis de Saskatoon, c'était le fait que les fonds publics allaient payer les médecins. Alors, vous savez, quand vous payez, ça veut dire que vous devez contrôler. Si vous êtes un employeur, vous engagez des gens que vous rémunérez, mais vous voulez être capable de contrôler un peu ce qu'ils font. Hein? Ben oui, vous leur déterminez leurs heures de travail, d'une certaine façon. Leurs vacances et tout ça. Mais les médecins ne voulaient pas ça. Ne voulaient pas être des salariés de l'État, finalement, là, des organismes publics qui étaient mis en place. Donc, c'est là où il y a eu ce compromis qui variait un peu d'une province à l'autre, mais en gros, c'était que les médecins allaient rester des petits entrepreneurs privés à l'intérieur du système public. Ah, voilà. Et la rémunération à l'acte, c'est un peu ça. Là. Donc, les médecins, oui, pouvaient travailler à l'hôpital, mais même à l'hôpital, ils étaient rémunérés à l'acte. Et dans leur clinique privée, ils étaient payés. Alors là, il y a toute une question complexe. Est-ce qu'ils peuvent surfacturer? Est-ce qu'ils peuvent ajouter? Bref, cette question-là est présente depuis l'origine. Eh bien, justement, bon, vous parliez de l'accord de Saskatoon. Bien sûr, quelques années se sont passées déjà depuis ce temps-là. Au moment où on se parle, quel est l'état de la situation, justement? Est-ce qu'on est en présence d'un système à deux vitesses? Est-ce que, finalement, effectivement, il y a de plus en plus de place du privé en santé? Comment s'y retrouver? Ça semble extrêmement complexe, là. C'est pas clair, c'est pas si simple que ça, hein? Non, c'est pas simple. C'est un des systèmes les plus complexes, en fait, de la société, là, le système de santé qui est hyper professionnalisé, qui engloutit quand même au-delà de entre 10 et 15 du PIB du pays. C'est énorme. C'est énorme, c'est substantiel. C'est pas un système marginal. Alors bon, ceci étant dit, malgré la complexité du système, je pense qu'on est capable de comprendre certains phénomènes. Et dans un de ces phénomènes qui est important, selon moi, pour comprendre la situation actuelle, c'est de voir que le privé, qui a toujours été présent, justement à la suite de cet accord de Saskatoon, où le médecin n'était pas un salarié et que même s'il est financé à 100% par l'État, il n'est pas un employé de l'État, donc il est comme un petit
entrepreneur, un électron libre à l'intérieur du système. C'est assez particulier quand même, c'est unique. Il n'y a pas d'autres domaines où on voit ça. Vous avez tout à fait raison. C'est totalement unique. Et vous savez que dès que le médecin termine, il s'inscrit à la RAMQ, il est assuré d'être rémunéré. Il n'y a pas beaucoup de professions là, comme ça. Là, hein? Oui. Mais bref, cette présence privée dans le système a muté de façon importante au cours de la dernière décennie. Il y a certains indices de ça. Bon, il y a celui du fait que le médecin ne pratique plus maintenant comme un petit entrepreneur isolé. Ça n'existe plus, la pratique médicale isolée. Ce sont des équipes, ce sont des systèmes qui sont en place. Ça, c'est la première caractéristique. L'autre caractéristique qui est un peu passée sous les radars, je pense, mais qui est très importante à mon avis, c'est celle de l'incorporation des médecins. Le fait que la médecine, maintenant, peut se faire sous le chapeau d'une entreprise commerciale, parce que l'incorporation, c'est ça. Et moi, je pense que les pratiques ou les pratiques commerciales que l'on observe maintenant, où on demande des paiements aux patients, même si on donne la carte soleil, parce que vous savez, c'est là où les gens s'inquiètent. J'ai donné ma carte soleil. Et est-ce qu'on ne se retrouve pas en face d'un système qui se transforme tranquillement pour devenir, bon, une espèce de l'entrepreneuriat, d'un certain sens, de santé ou quelque chose comme ça? Oui, vous avez tout à fait raison. Puis c'est ce qui se passe, je pense, avec l'incorporation des médecins. On se trouve à décupler cette volonté d'entrepreneuriat plus poussée, où les investisseurs ou administrateurs de la clinique recherchent une façon d'être rémunérés pour leur travail. Exactement. Parce que dans le système actuel de la rémunération à l'acte, lorsque l'on a affaire à des médecins qui pratiquent à l'extérieur de l'hôpital, bien, il n'y en a pas de rémunération pour les investisseurs et pour les administrateurs. La rémunération ne va qu'au médecin. Hein? Et le médecin est rémunéré à l'extérieur de l'hôpital au même tarif qu'à l'hôpital, plus ce qu'on appelle la portion technique, qui équivaut à peu près à 35 %. C'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable, certainement. C'est substantiel. Hein? C'est substantiel. Bien sûr. Oui. Mais dans des conditions comme celle-là, puis vous parliez tantôt de la carte soleil, justement, qui me semble être le symbole de l'universalité des soins de santé au Canada. Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est un système universel? Écoutez, je pense que l'instauration du régime universel au Canada a été un gain énorme pour la démocratie canadienne québécoise. C'est un gain social énorme. Ce que le système universel veut dire, ça veut dire 3 choses. Oui, voilà. La première chose, ça veut dire que tout le monde est couvert. Tout résident du Québec a droit à sa carte. Maintenant, la carte vous donne droit à quoi? Parce que vous avez d'autres sortes de cartes dans votre porte-monnaie. Là, vous n'avez pas seulement la carte soleil. Non, tout à fait. Les autres cartes, même si vous avez une carte, ça ne vous donne pas accès nécessairement à tout. Hein? Non, malheureusement. Donc, la deuxième caractéristique de l'universalité, c'est que ça donne accès à tout ce qui est médicalement nécessaire. Médicalement nécessaire, si c'est donné à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, tous les services médicalement nécessaires sont couverts. Évidemment, si vous voulez une chambre privée et que ce n'est pas médicalement nécessaire, vous devrez avoir une assurance privée. Ou si vous voulez une ligne téléphonique à vous tout seul, vous devrez payer. C'est pas médicalement nécessaire. Le téléviseur, c'est ça. Alors, donc, tout est couvert à l'hôpital ou tout médecin qui est inscrit à la RAMQ, donc tout médecin participant. On pourra revenir là sur, plus tard, si vous voulez, sur le concept de médecin non participant, mais tout médecin participant. Donc, dès que le médecin veut recevoir une rémunération de la RAMQ, il doit recevoir sa rémunération qu'avec la carte soleil. OK, d'accord. La troisième caractéristique, c'est celle des modalités qui sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas de carte or, platine et bronze. Non. Vous comprenez? Tout le monde a la même carte. OK. Vous savez que juste ça, là, il y en a plusieurs qui en doutent. Hein. On a vraiment l'impression que dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Vous avez raison, parce qu'on voit justement la prolifération de certaines pratiques
commerciales qui sont favorisées par le phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. qui est celui de l'incorporation des médecins, voilà. de la place des investisseurs dans le système et tout ça. Parce que le système de rémunération, lui, n'a pas évolué. Le système de rémunération des médecins, bon, il a évolué un peu dans le sens où on retrouve maintenant des formes de rémunération mixte, où le médecin n'est pas seulement rémunéré à l'acte, mais le modèle de base est en gros resté le même lorsqu'on pratique à l'extérieur de l'hôpital. Ne s'est pas adapté à l'évolution de la pratique médicale à l'extérieur. Oui, et ça, on entend ça beaucoup. À bien des endroits, on parle de difficultés d'adapter notre système de santé. Je pense juste le problème québécois, qui est récurrent d'ailleurs. On a vraiment l'impression qu'on ne parvient pas à moderniser notre système de santé. La grande part du coût du système de santé aujourd'hui, on peut distinguer là, différents secteurs. Il y a le coût des hôpitaux, en gros, ce qui est resté à peu près... Quand vous dites les hôpitaux, c'est les infrastructures. Les infrastructures, tout le personnel, autre que les médecins à l'intérieur de l'hôpital, etc., qu'on contrôle assez bien en termes d'augmentation. Il y a ensuite les médecins. Et à tout ça, donc, s'ajoute un troisième élément, le coût des médicaments. Le coût des médicaments est une section des coûts de santé qui explose depuis les dernières années. Et parce que ça faisait même pas partie tellement de la réflexion au moment de l'instauration du régime public. Les médicaments, on prenait ça quand on était à l'hôpital. Oui. Quand on sortait de l'hôpital, on était guéri, on n'avait plus besoin de médicaments. Voilà, aujourd'hui, on prend des médicaments en dehors de l'hôpital pour ne pas aller à l'hôpital. et la consommation médicamenteuse touche beaucoup les personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont aussi, évidemment, pris le dessus là, en termes de situation de santé. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les politiques publiques qu'on a mis en place ou qu'on n'a pas mis en place pour contrôler. Et c'est là où on a peut-être plus de difficultés, visiblement. Ou du moins, on en a. Sans dire qu'on en a plus, on a de la difficulté. Bien, il faut être prêt à repenser nos politiques publiques. Alors, je vous donne un exemple là-dessus aussi. Bon, les médicaments, les médicaments aussi, maintenant, sont protégés par brevet. Et lorsque le brevet est expiré, le générique entre sur le marché. Et là, il peut y avoir plusieurs producteurs. Donc, les prix baissent. Bien sûr. C'est une bonne nouvelle, semble-t-il, les génériques. C'est une très bonne nouvelle. Le problème, c'est que les grandes pharmaceutiques ont développé des stratégies pour fidéliser les patients aux médicaments d'origine. Et, bon, ce qui se passe, évidemment, présentement, vous savez, au Québec, on a quand même un régime d'assurance médicaments. Le régime d'assurance médicaments n'est pas un régime universel comme le régime d'assurance santé dont on vient de parler. C'est un régime totalement différent, de sorte que 40% de la population, ou presque 50%, est couverte ou couvert par un régime privé d'assurance. Et les compagnies pharmaceutiques, elles, à partir du moment où elles mettent sur le marché un produit, bien, elles sont assurées de le vendre dans la mesure où l'assurance en prend en charge. Vous savez, je vous écoute, là, puis honnêtement, je suis un peu inquiet. Et je suis convaincu que les gens qui nous regardent se disent exactement la même chose. Est-ce qu'on a raison d'être inquiet? Oui, on a raison d'être inquiet. Je pense que les gens font la bonne lecture lorsqu'ils se présentent en clinique et qu'on leur demande et la carte d'assurance maladie et leur carte de crédit. C'est pas supposé fonctionner comme ça. Donc, si on demande les deux cartes, il y a quelque chose là de... Sauf si, évidemment, on demande un médicament ou pardon, si c'est un acte qui n'est pas couvert. D'accord. Comme par exemple, j'ai besoin d'un billet pour demander des vacances. Tout à fait. Des choses qui vont plus s'apparenter à j'allais dire un luxe, mais... oui, ou mon assureur. Je veux une assurance. C'est pas essentiel, en tout cas. C'est pas essentiel. Mais si c'est un acte médical et qu'on demande les deux, il y a anguille sur roche. Voilà. Puis on a l'impression que la porte s'ouvre de plus en plus dans cette... que cette anguille-là grossit. Je pense que les pouvoirs publics sont interpellés de deux façons. Un, à repenser les politiques publiques, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter face à ces stratégies commerciales qui se mettent en place. Il ne faut pas laisser faire des pratiques ou laisser se déployer des pratiques qui viennent ronger les principes de base. Il faut rester aux aguets.
faut rester aux aguets. Alors, donc, penser les politiques publiques ou repenser les politiques publiques. Et la deuxième chose, c'est intervenir par rapport à des pratiques qui pourraient contrevenir à la normativité. Beaucoup se questionnent justement sur la possibilité j'allais dire, de rénover ou de remettre un peu tout ça en ordre. Ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes d'attente dans les urgences, etc., qu'on ne semble pas trouver de solution. Mais n'oubliez pas, M. Choquette, on a dit tout à l'heure que c'était un système complexe. Oui. Ça a pris 2 décennies à le mettre en place. Voilà. Et il faut poursuivre constamment. Il faut poursuivre. Tout le temps, la mise à jour et la réforme. C'est pas l'œuvre d'un ministre ou d'un seul gouvernement. C'est une œuvre constante et ça ne sera jamais terminé parce que le système de santé représente, et c'est l'économiste de la santé de la Colombie-Britannique, Bob Evans, qui le dit de façon superbe, le système de santé représente l'outil ou le mécanisme le plus puissant de redistribution de la richesse à travers l'ensemble de la société. Alors, c'est sûr que... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les personnes qui y versent davantage en termes de financement ne sont pas celles qui en retirent le plus. Voilà. Donc, c'est sûr que les gens ont des objections. Et si on est dans cette portion mieux nantie de la société, on paye plus que ce qu'on reçoit. Voilà. Évidemment, parce qu'il y a les déterminants sociaux. Oui. On est chanceux de ne pas... Quand on est mieux nanti, on est moins susceptible d'être malade et tout ça, donc on a moins besoin du système. Mais bref, il y a des objections, c'est sûr, constamment qui vont être véhiculées par rapport à ça. Qui sont derrière, dans le fond, l'objectif du système public, j'imagine, d'enlever cette logique-là coût-bénéfice. Absolument. Hein? Absolument. En fait, vous avez mis le doigt sur la caractéristique fondamentale du système universel, qui est celle où on met un mur de béton entre le financement du système et ce qu'on en retire. Oui. Contrairement à lorsque vous allez en boutique ou en magasin, vous recevez ce que vous payez. Tout à fait. Le système de santé, c'est pas ça. Exactement. Vous payez selon vos moyens. Tout à fait. Et vous en retirez selon vos besoins. Et il n'y a pas de connexion. Ce qui est tout à fait cohérent quand on y pense. Hein? Voilà. C'est tout à fait cohérent, mais peut-être juste difficile à accepter dans une logique, disons, plus mercantile, on va le dire comme exact. ça. Et qui est présente, comme on l'a vu, qui est là à l'intérieur du système et qui ronge le système de l'intérieur. Mais, bon, hormis les épouvantails, là, hein, je veux dire, évidemment, ou du moins les peurs fondées aussi, dont on a parlé, je veux dire, parmi les solutions, certains évoquent qu'on peut s'inspirer du privé, ou du moins qu'on peut s'inspirer des modes de fonctionnement, des logiques de fonctionnement du privé en termes de compétition, etc. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits où on peut s'inspirer du privé dans le système public en santé? Ça, c'est le débat éternel. Hein, il est éternel. Moi qui croyais avoir inventé quelque chose. Est-ce que le privé... Pour l'instant, ce qu'on observe, puis bon, c'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes de la santé, c'est justement dans les portions où il y a le plus de privé qu'on a le plus de problèmes. Ah, d'accord. En termes d'augmentation, de perte de contrôle des coûts. Donc, le coût des médecins qui fonctionnent en entrepreneur privé, c'est un exemple. Le coût des médicaments dont l'assurance est privée, c'est là où on a un problème de contrôle de coûts. Alors, de réintroduire ce mécanisme-là dans le système public, je ne crois pas que la solution s'y trouve. Et souvent, c'est un peu, si vous me permettez une image, c'est comme si on disait... Bon, il y a bien des gens qui divorcent, alors pour régler le problème, on va abolir le mariage. Les gens se divorcent tout le temps, donc c'est le mariage qui n'est pas bon, on a interdit le mariage. Alors, c'est pas parce qu'on a des problèmes dans le système de santé qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, exactement. Il faut plutôt identifier pourquoi et où sont ces problèmes. Et là, bien, on observe justement que la dimension mercantile à l'intérieur du système semble créer plus de problèmes que de solutions. Voilà. Alors, il faut être très prudent. Une tentation qui rejoint, encore une fois, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein? Je veux dire, le principe d'universalité, c'est un principe de collectivité, d'un certain sens. Donc, ça dépasse les besoins individuels. Mais en même temps... Les soins de santé, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Hein? En ce sens qu'au moment où on en a besoin, on veut plus avoir mal, on veut être guéri. Absolument. Et c'est peut-être là où tout à coup on est prêt à être plus tolérant ou du moins plus ouvert à d'autres avenues, disant, moi, tant que
tant que je peux être guéri tout de suite ou arrêter d'avoir mal. Oui. Mais vous savez quoi? C'est justement cette vulnérabilité du patient qui est malade. Puis imaginez lorsque c'est votre enfant, vous avez un petit qui est malade, vous êtes inquiet. Et les pratiques commerciales dont je vous parlais tout à l'heure, où on demande à la fois la carte soleil et la carte de crédit, exploitent cette vulnérabilité. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus répréhensible, je pense. Non seulement c'est contraire à la loi, mais c'est répréhensible parce qu'on exploite cette vulnérabilité du patient. Alors, de là l'importance que nos pouvoirs publics interviennent par rapport à ces pratiques-là pour y mettre fin. Madame Prémont, parmi les solutions évoquées, on évoque de plus en plus l'idée, depuis un certain temps, des coopératives de santé. Et concernant justement cette question-là, je cite le rapport du groupe de travail sur les coopératives de santé dont vous avez fait partie en 2013. Oui. On y affirme que, je cite, « Le modèle des coopératives de santé qui s'est développé au Québec au cours des dernières années a permis dans plusieurs cas à des citoyens qui ne recevaient pas de services médicaux de première ligne, adéquats ou suffisants, d'apporter une solution à ce problème. » C'est de ça dont on parle, trouver des solutions pour faire en sorte de soigner nos enfants. Le groupe rajoute, mais le développement de ce modèle a soulevé plusieurs enjeux qui bien souvent débordent son seul cadre. Quels enjeux semblent problématiques? Est-ce que les coopératives de santé, justement, de quoi on parle? Puis est-ce que ça peut être une solution, une avenue intéressante? Il faut comprendre que le déploiement des coopératives santé s'inscrit dans un contexte. Et ça se passe beaucoup dans le domaine rural. Il y en avait une à l'époque à Montréal, très peu en grand milieu métropolitain. C'est là où on a de la difficulté à avoir des médecins. Et la raison pour laquelle les coops santé se mettent en place, c'est que les médecins ne veulent pas aller pratiquer à un endroit où ils n'auront pas accès à une panoplie de services d'appui comme ils l'ont en milieu métropolitain et où peut-être les conditions de pratique vont être différentes. Bref, moi, là, si je voulais résumer ça, la coopérative, là, c'est un peu le pendant pour la ruralité québécoise des pratiques commerciales illicites que l'on retrouve à Montréal ou ailleurs en province, qui sont celles des forfaits élites où les patients paient des montants pour avoir un accès 6 000 $ par année. Exactement. Vous pouvez, mais vous payez, vous donnez quand même votre carte d'assurance maladie, encore une fois. N'oubliez pas, c'est toujours cette question. Là, quand je donne ma carte d'assurance maladie, si ça me donne en plus un accès prioritaire en versant un montant, il y a un problème. Et la coop, bien, il faut payer une cotisation annuelle, il faut payer un membership pour être membre de la coopérative. Donc, il y a un paiement qui est fait. Et si ça donne un accès privilégié à ce membre-là, au nom de quoi? C'est pas ça. Le système de santé universel, c'est un accès selon le besoin et non pas selon le statut bronze, or ou platine dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la coopérative santé, c'est l'équivalent ou le pendant de la ruralité, si vous voulez, des pratiques que l'on retrouve à Montréal. Madame Prémont, on a parlé justement des solutions et des problèmes qui sont soulevés, particulièrement ceux, bien sûr, reliés à l'argent, au budget, etc. Puis vous avez effleuré la question du vieillissement. Et selon certains, c'est un des problèmes majeurs de notre système de santé, c'est le vieillissement de la population qui, en grande partie, explique l'explosion des coûts, des médicaments, etc. Est-ce qu'on est dans l'erreur quand on sait ça? Est-ce que c'est vrai? Il y a un peu d'un épouvantail. Hein? Ah oui? Vous savez, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. Alors, si on veut réformer le système dans le sens de réforme pour retour au passé et inclusion des assurances privées et tout ça, on dit, on ne peut plus se le permettre, le vieillissement de la population et là, tout ça. Bon, je pense qu'il y a une grande... C'est vrai que la population vieillit, mais il y a des études qui démontrent que les gens, normalement, ont besoin du système de santé de façon intensive pendant les 10-20 derniers jours de leur vie.
Et peu importe que cette période survienne à l'âge de 80 ans ou à l'âge de 60 ans, donc, dans ce sens-là, le vieillissement n'est pas l'épouvantail qu'on veut faire. Par contre, c'est vrai que, encore une fois, il ne faut pas fermer les yeux devant les autres problèmes que ça peut poser en termes de prise en charge pour les personnes âgées oui, qui tout ne à peuvent fait. plus rester chez elles et tout ça. Donc, oui, il y a des adaptations à apporter. Mais ce n'est pas le cri d'alarme, il faut tout plier bagage et voilà. laisser partir le système universel parce qu'on a un problème de vieillissement. Dernière question en terminant. Il y a plusieurs personnes qui semblent être de plus en plus ouvertes à une place du privé en santé. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est Yuri Rivet, vice-président de la maison de sondage CROP, qui affirmait dans un sondage que les Québécois sont beaucoup moins réfractaires à cette idée. Qu'est-ce qui explique cette ouverture, selon vous? Qu'est-ce qui fait que de plus en plus de gens... Il y a 15-20 ans, il me semble, on ne voyait pas ça, on n'était pas aussi ouvert à cette idée-là. Maintenant, on semble être ouvert à cette idée-là, ouvrir la porte. Oui, mais les gens qui répondent oui ne savent pas à quoi ils peuvent s'attendre. Ils sont prêts, évidemment, à payer le 100 $ ou le 150 ou même le 200 $ qui serait nécessaire de payer pour avoir un accès rapide à un médecin pour voir votre enfant. Donc, oui, les gens sont ouverts à ça parce qu'ils sont pris en otage. N'oubliez pas notre discussion. Donc, face à ça, puisqu'on le leur demande, bon, d'accord, s'il faut que je paie, je paierai. Parce que guérir une otite, c'est encore quelque chose qu'une grande partie de la population peut quand même payer. Mais l'accès aux soins de santé, c'est beaucoup plus large que ça. Et lorsqu'on fait face à de réels et difficiles problèmes de santé, là, les gens se réveilleraient et comprendraient ce que nos grands-parents ont compris et ont instauré un système de santé parce que la plus grande partie de la population ne pouvait pas payer ces soins. Et cette logique-là n'a pas changé. Elle est encore là. Encore aujourd'hui, une majorité des Québécois ne seraient pas en mesure de payer pour les soins de santé de leur poche personnelle dont ils ont besoin. Question, encore une fois, éminemment complexe et on en a pour plusieurs moments encore à tenter de trouver des solutions. On compte sur vous, Mme Prémont. Ah, il faut compter surtout sur la vigie citoyenne. Oui, tout à fait. Alors, on compte sur nous. Voilà. Merci. Je pense qu'on a de meilleures chances de succès comme ça. Merci beaucoup, Mme Prémont. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Au revoir.